Par un froid matin de janvier 1931, un jardinier nommé James Stark effectuait sa ronde habituelle sur le vaste domaine. Le brouillard de Géorgie flottait bas au-dessus du green, étouffant les sons et estompant les contours du monde. C'est alors qu'il remarqua une voiture garée là où aucune voiture ne devrait se trouver. Au début, Stark pensa qu'elle appartenait à quelqu'un du collège Emery voisin, dont les professeurs étaient autorisés à se promener sur le domaine. Mais en s'approchant, un frisson le parcourait, sans rapport avec l'air glacial de l'hiver. À l'intérieur du véhicule se trouvaient deux corps, un jeune homme et une jeune femme, tous deux morts par balle. La main de l'homme reposait encore près d'un pistolet à crosse d'ivoire, un pistolet qui appartenait à son employeur, l'excentrique millionnaire propriétaire de ce domaine enchanteur de 42 acres. L'arme appartenait à Asa Candler Jr., héritier de la fortune Coca-Cola, et le manoir qui se dressait derrière la brume matinale ne se débarrasserait jamais tout à fait de l'ombre de ce qui s'était passé ce jour-là. Mais pour comprendre comment la mort est venue frapper ce lieu de rêve et d'excès, il nous faut remonter plus loin dans le temps, jusqu'aux routes poussiéreuses de la Géorgie rurale, où un garçon nommé Asa Griggs Candler apprit pour la première fois que la fortune sourit aux audacieux. L'histoire de Briarcliff ne commence pas avec des halls de marbre ou des salles de bal dorées, mais avec un petit pharmacien de province et un étrange sirop brun qui allait changer le monde. Asa Griggs Candler Sr. est né à Villarica, en Géorgie, en 1851. Il s'éclaircit la gorge. Fils d'un riche marchand et planteur, il grandit entouré de champs de coton et de bancs d'église, élevé selon les deux piliers du travail acharné et de la foi méthodiste. Jeune homme, il ne rêvait pas d'empire, mais de médecine. Il devint pharmacien et s'installa à Atlanta en 1873, ouvrant sa boutique dans une ville encore en convalescence des blessures de la guerre de sécession. Pendant 15 ans, Candler bâtit une entreprise respectable en vendant des médicaments brevetés. Puis, en 1888, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un pharmacien nommé John Stith Pemberton vint le voir avec une proposition inhabituelle. Pemberton avait inventé une boisson gazeuse sucrée qu'il appelait Coca-Cola. Il était malade, en difficulté financière, et avait besoin de vendre sa création. Pour une somme qui, selon la rumeur, n'était que 2300 $, Asa Candler Air acheta la formule qui ferait de sa famille l'une des plus riches d'Amérique. Ce que Candler voyait dans ce liquide brun pétillant était plus qu'un simple médicament, il y voyait de la magie en bouteille. Il se lança dans le marketing avec la ferveur d'un évangéliste. Il distribuait des échantillons gratuits, affichait le nom Coca-Cola partout, des calendriers aux horloges, et exigeait que ses vendeurs répandent la bonne parole du rafraîchissement aux quatre coins de la nation. Dès 1895, seulement 7 ans après avoir acheté la formule, le Coca-Cola était vendu dans tous les États et territoires des États-Unis. Asa Candler père était devenu multimillionnaire. Il diversifiait ses activités dans la banque et l'immobilier, construisant l'immeuble Candler au centre-ville d'Atlanta, qui, avec 17 étages, était le plus haut bâtiment de la ville lors de son inauguration en 1906. Il aménagea le quartier de Druid Hills à la périphérie d'Atlanta, transformant des marécages et des forêts en l'une des adresses les plus prisées du Sud. Il fit don de millions de dollars pour fonder l'université Emory, et en 1916, il fut élu maire d'Atlanta, dirigeant la ville pendant le grand incendie de 1917 qui ravagea plus de 1500 maisons. Mais tandis qu'Asa père bâtissait un empire, son deuxième fils se forgeait une réputation d'un tout autre genre. Asa Griggs Candler Jr. est né en 1880, deuxième de 5 enfants et homonyme de son père de plus en plus célèbre. Dès le début, quelque chose était différent chez le garçon que tout le monde appelait Buddy. Là où son frère aîné Charles Howard était studieux et responsable, Buddy était agité et turbulent. Il avait des difficultés à l'école, ne tenait pas en place à l'église et semblait constitutionnellement incapable de respecter les règles. Des observateurs contemporains ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu être diagnostiqué avec un trouble du déficit d'attention s'il avait grandi dans notre époque. Ses parents ne savaient pas quoi en faire. En 1888, la même année où son père acheta la formule du Coca-Cola, Buddy, âgé de 8 ans, fut envoyé loin de chez lui. Ses parents l'inscrivirent à l'école de sa tante, Florence, à Carterville, en Géorgie, à environ 80 km de leur domicile. C'était une école de filles, ce qui témoigne du désespoir de ses parents à trouver un établissement qu'il accepterait. Sa tante et son oncle firent de leur mieux pour le remettre sur le droit chemin. Mais Buddy resta Buddy.
Il était charmant, énergique et totalement incapable de se concentrer sur quoi que ce soit qui l'intéressait. Lorsqu'il s'inscrit enfin à Emory College, suivant les traces de son frère aîné, Buddy ne se distingua pas par ses résultats académiques. Son camarade de classe était Alvin Barclay, le futur vice-président des États-Unis. Mais Buddy s'intéressait davantage à l'industrie automobile naissante qu'à ses études. Les voitures le fascinaient. Elles représentaient la vitesse, la liberté et l'avenir. Après ses études, son père l'envoya à l'Ouest pour aider à implanter des usines d'embouteillage de Coca-Cola, espérant que cette responsabilité le ferait mûrir. Lui. Cela n'a pas vraiment fonctionné. Buddy travaillait dur quand quelque chose captivait son imagination, mais son imagination vagabondait constamment. En 1905, Buddy épousa Helen McKill, la belle-fille d'un rédacteur en chef de journal de Géorgie. Helen incarnait tout ce que la société d'Atlanta admirait. Cultivée, gracieuse et active au sein des United Daughters of the Confederacy, du Atlanta Women's Club et du Fine Arts Club. Les journaux locaux louaient fréquemment ses robes élégantes et son goût impeccable. Pendant un temps, il sembla que Buddy allait se ranger. Mais leur fils nouveau-né mourut, et quelque chose se brisa en Buddy. Il se jeta dans le travail avec une énergie frénétique, lançant projet après projet ambitieux, comme s'il pouvait échapper au chagrin par la seule vitesse. En 1909, Buddy dévoila son projet le plus audacieux, l'Atlanta Speedway. Il était devenu obsédé par la course automobile, et il construisit une piste de 2 miles qui serait la plus belle du Sud. Pendant 2 ans, le circuit attira l'attention nationale sur Atlanta. Des célébrités de la course automobile affluèrent dans la ville, et Buddy lui-même participa en tant que pilote amateur. Mais la piste ne fut jamais rentable. En 1911, seulement 2 ans après son ouverture, l'Atlanta Speedway ferma ses portes définitivement. La propriété ne fut pas abandonnée pour autant. Elle devint Kendler Field, une piste d'atterrissage qui se transforma finalement en aéroport international Hartsfield-Jackson Atlanta. Buddy avait accidentellement contribué à créer l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. En 1910, alors que le Speedway était encore en activité, Buddy prit une décision qui marquerait le reste de sa vie. Il acheta une ferme délabrée sur 42 acres de terrain sur Williams Mill Road, juste au nord du domaine de son frère Charles, appelé Callenwald. La propriété était connue sous le nom de Briarcliff Farm, et au début, c'est exactement à cela que Buddy l'utilisa. Il se lança dans l'agriculture avec le même enthousiasme qu'il avait mis dans la course automobile. Il éleva des vaches, des moutons, des porcs et des poulets, vendant de la viande et des produits agricoles aux détaillants locaux. Son exploitation laitière est devenue célèbre pour ses innovations. Il a installé des lumières et des ventilateurs électriques dans les étables et même des abreuvoirs individuels pour les vaches. Pendant la Première Guerre mondiale, Briarcliff Farms a fourni du lait pour Fort Gordon et les experts agricoles ont salué sa propreté et son efficacité. Mais l'agriculture n'allait jamais suffire à Buddy Kendler. Alors qu'il voyait la fortune de son père grandir et ses frères et sœurs construire de somptueuses maisons dans Druid Hills, une autre vision commença à germer dans son esprit. Il ne voulait pas d'une ferme, il voulait un palais. L'année 1916 a tout changé pour la famille Kendler. Asa Senior fut élu maire d'Atlanta et pour éviter tout conflit d'intérêts, il prit une décision capitale. Il allait donner à ses enfants leur héritage anticipé et leur transférer le contrôle de la société Coca-Cola. Chacun de ses 5 enfants reçut une part de l'entreprise valant des millions. Selon la légende familiale, Buddy reçut la plus petite part, car son père déduisit ses dettes de son héritage, peut-être jusqu'à 100 000 $. Mais même la plus petite part d'une fortune reste une fortune. 3 ans plus tard, en 1919, les enfants Kendler prirent une décision qui allait choquer leur père. Ils acceptèrent de vendre Coca-Cola à un consortium d'investisseurs dirigé par Ernest Woodruff pour 25 millions de $. En monnaie actuelle, ce chiffre représenterait bien plus de 300 millions de $. Certains disent que Asa Senior était furieux de la vente, d'autres suggèrent qu'il comprenait que ses enfants voulaient tracer leur propre chemin. Quoi qu'il en soit, Buddy Kendler se retrouva soudain avec plus d'argent qu'il ne pouvait raisonnablement dépenser. Il fallait dire que le mot « raisonnable » n'était pas un mot que l'on associait à Buddy. Désormais riche, il tourna son attention sur l'humble ferme de Briarcliff Farm. Ce qu'il envisageait n'était pas seulement une maison, c'était une déclaration, une affirmation qui prouverait à tous, surtout à son frère aîné plus respectable, que Asa Kendler Jr. était quelqu'un qui comptait. La construction a commencé en 1920.
Buddy engagea l'architecte C.E. Fraser, assisté par Dan Bowden, pour dessiner un manoir qui serait plus grand que la maison de son père, plus impressionnante encore que l'impressionnante résidence Kallenwald de son frère Charles. Le style était néo-géorgien, mais les dimensions n'étaient pas absolues. Une fois achevé en 1922, Briarcliff compterait plus de 40 pièces, dont 7 chambres, 10 salles de bain, plusieurs vérandas, une grande bibliothèque avec des boiseries sculptées à la main et une salle de bal au 3e étage avec des plafonds de 4,2 mètres de haut, peints à la feuille d'or. Le coût de construction était exorbitant. Les journaux rapportaient des chiffres avoisinant de 30 000 $ rien que pour la pose du carrelage. Buddy exigeait les meilleurs matériaux, les artisans les plus qualifiés, les détails les plus raffinés. Il voulait des cheminées en marbre sculptées dans chaque chambre, il voulait des plafonds à caissons et des moulures intriquées, il voulait des jardins en terrasse et des serres remplies de plantes exotiques. Il voulait non pas une, mais 2 piscines, une pour sa famille et une autre qu'il ouvrirait plus tard au public avec un kiosque à Coca-Cola et des jardins paysagers. Cela donnait l'impression d'être dans un complexe hôtelier de luxe. Mais Buddy ne se contentait pas du simple luxe, il voulait de l'émerveillement. En 1925, seulement 3 ans après l'achèvement de la maison principale, Buddy commanda une extension massive. Il fit construire une salle de musique qui s'élevait sur 3 étages, avec un plafond voûté et des murs recouverts de panneaux de chêne richement sculptés. Une cheminée en pierre calcaire de 2,7 mètres de haut dominait une extrémité de la pièce. Et, au cœur de tout cela, se trouvait l'ultime manifestation de l'extravagance de Buddy, un orgue à tuyaux éoliennes si énorme qu'il rivalisait avec ceux des cathédrales. L'orgue coûta 94 000 $. Il comptait 88 jeux et 187 registres, ce qui en faisait le plus grand orgue privé de Géorgie. Le père de Buddy possédait un orgue éolien. Son frère Charles en possédait un aussi, mais l'orgue de Buddy était plus grand que les deux. La pièce elle-même, appelée Dio's Hall, servait à accueillir des concerts diffusés sur la station de radio WSB. Mais la salle de musique n'était que le début de la transformation de Briarcliff par Buddy en ce que la presse appellerait 40 acres de féerie. Il fit construire des quartiers pour les domestiques et une remise à calèche, avec des appartements pour son personnel. Il aménagea des cours de tennis et un terrain de golf avec un putting green. Il ajouta des écuries pour les chevaux et des chenils pour les chiens. Il aménagea le parc avec des jardins en terrasse agrémentés de fontaines, de statues et de plantes exotiques du monde entier. Et puis, comme tout cela ne suffisait pas, Buddy décida que ce dont son domaine avait vraiment besoin, c'était d'un zoo. La ménagerie privée de Briarcliff devint légendaire. Buddy acquit des animaux du monde entier, les achetant peut-être à un cirque européen en difficulté qu'il avait rencontré lors de ses voyages. La collection était stupéfiante. Il y avait 4 éléphants que Buddy nomma Coco-Cola, rafraîchissants et délicieux. Il y avait un tigre du Bengale et une panthère noire. Il y avait des lions et des ours et des oiseaux exotiques. Il y avait un gorille et un babouin qui allaient bientôt causer de sérieux problèmes à Buddy. En 1935, le babouin s'échappa de son enclos. Il s'est introduit dans une propriété voisine où il a rencontré une femme qui était, on le comprend, terrifiée. Le babouin l'a mordu et, détail que les journaux n'ont pas manqué de relater, lui a volé son sac à main et a dévoré 60 $ en espèces. La femme a poursuivi Buddy en justice et a obtenu 10 000 $ de dommages et intérêts, une somme équivalente à environ 225 000 $ aujourd'hui. Les voisins se plaignaient du bruit et des odeurs du zoo depuis des années. Après l'incident du babouin, Buddy a été contraint de fermer sa ménagerie privée. Il a fait don des animaux, ainsi que des fonds pour leurs soins, au zoo de Grand Park, qui deviendra plus tard le zoo d'Atlanta. Mais avant que la fermeture du zoo et avant que l'ombre d'événements plus sombres ne plane sur le domaine, Briarcliff était le centre de la vie sociale d'Atlanta. Buddy et Helen Kendler organisaient des fêtes qui sont devenues légendaires. Des politiciens venaient chercher une couverture médiatique favorable dans les journaux que Buddy savait influencer. Des célébrités venaient pour le glamour. Des écrivains et des artistes venaient pour le spectacle. Les parallèles avec un autre célèbre hôte fictif n'ont pas échappé aux observateurs. Comme Jay Gatsby dans le roman de F. Scott Fitzgerald, Buddy organisait de fêtes somptueuses dans un magnifique manoir, s'entourait d'excès et semblait courir après quelque chose qui restait toujours hors de portée. La tradition familiale raconte que le fils aîné de Buddy, John, aurait dit un jour qu'il avait vécu comme le grand Gatsby dans ses jeunes années à Briarcliff. La comparaison semble pertinente. Comme Gatsby, Buddy était un nouveau riche qui essayait désespérément de faire ses preuves.
Comme Gatsby, il construit un monument à sa propre ambition. Et comme Gatsby, il découvrirait que tout l'or et le champagne du monde ne pouvaient le protéger de la perte. Helen Kendler, l'hôtesse gracieuse qui avait soutenu Buddy dans tous ses projets et ses rêves, est décédée en janvier 1927. Elle n'avait que 40 ans. Les journaux locaux l'ont saluée comme une figure de premier plan des cercles sociaux et civiques locaux. L'évêque Warren Haken Kendler, l'oncle de Buddy, a officié à ses funérailles. Elle fut enterrée au cimetière de Westview, dans une parcelle que Buddy allait aménager et agrandir avec une obsession envahissante au cours des années suivantes. 9 mois après la mort d'Helen, Buddy se remaria. Sa nouvelle épouse était Florence Adeline Stevenson, une veuve d'origine de Lettonia, en Géorgie, qui avait travaillé comme sa secrétaire pendant 9 ans. La rapidité de ce mariage fit sourciller la bonne société d'Atlanta, mais Buddy ne semblait pas indifférent à l'opinion publique. Il ne l'avait jamais été. Avec Florence à ses côtés, Buddy se lança dans de nouvelles passions. Il avait toujours été attiré par la magie et l'illusion, par ce qui défiait toute explication. À la fin des années 1920, cet intérêt devint une véritable obsession. Il commença à collectionner des accessoires de magie avec la même ferveur qu'il avait autrefois consacrée aux voitures de course et aux animaux exotiques. Il accumula ce qui était dit la plus grande collection privée d'accessoires de magie du monde à l'époque, remplissant la salle de bal du 3e étage de boîtes à trucs, d'armoires à disparition et de décors de scène élaborés. Et puis, Buddy rencontra un jeune homme qui allait conduire sa passion pour l'illusion à une fin tragique. Au cours d'une visite, lors d'un voyage aux Philippines, Buddy rencontra un magicien talentueux nommé José Cruz. Le jeune artiste était doué, charismatique et avide de nouvelles opportunités. Buddy fut conquis. Il invita José à rentrer avec lui à Atlanta pour vivre à Briarcliff et devenir son tuteur personnel en magie et son majordome. José accepta. En avril 1925, le magicien philippin de 24 ans arriva à San Francisco à bord du SS President Taft, accompagné de son jeune frère Philemon et d'un autre compagnon. Ils se rendirent directement à Atlanta et s'installèrent dans un appartement au-dessus du garage de Briarcliff. Pendant plusieurs années, José devint un membre à part entière de la vie au manoir. Il enseigna de nouveaux tours à Buddy, participa à l'organisation des légendaires soirées de magie et contribua au spectacle grandiose que Buddy donnait pour l'élite d'Atlanta. La salle de bal du 3e étage fut transformée en théâtre, avec une porte secrète probablement utilisée pour les tours de disparition. Buddy faisait venir de célèbres magiciens en ville à bord de son avion privé, notamment Harry Blackstone, l'un des artistes les plus célèbres de l'époque. Buddy prétendait même avoir été ami avec Harry Houdini, bien que les archives ne permettent pas de savoir si Houdini a réellement visité Briarcliff. Ce qui est certain, c'est que Houdini avait son quartier général dans l'immeuble Candler, à New York, que Buddy contribuait à gérer. Les deux hommes se sont donc probablement croisés à un moment donné. Ces soirées de magie firent sensation à Atlanta. La haute société se réunissait dans la salle de bal de Buddy pour admirer des illusions réalisées devant des murs recouverts de feuilles d'or, leurs coupes de champagne scintillant, tandis que des choses impossibles semblaient se produire sous leurs yeux. Pendant quelques années, Briarcliff fut un lieu où la réalité elle-même semblait malléable, où les caprices d'un homme riche pouvaient faire apparaître des éléphants et faire disparaître des objets dans les airs. Mais José Cruz cachait ses propres secrets. Dans les mois précédant cette froide matinée de janvier 1931, José avait commencé à fréquenter une jeune femme nommée Gladys Fricks. C'était une jeune fille de la région et leur relation inquiétait sa famille. Certaines sources suggèrent qu'il désapprouvait les origines de José. D'autres évoquent des inquiétudes plus sombres. Mais les amis de Gladys ont témoigné plus tard qu'elle semblait heureuse avec José, qu'elle avait recherché sa compagnie et que, le soir du 17 janvier, elle était sortie avec lui de son plein gré. Ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi reste sujet à spéculation. Le couple est sorti ce samedi soir-là, semblant apprécier la compagnie de l'autre. À un moment donné de la nuit, ils se sont rendus en voiture à l'extrémité sud du domaine de Briarcliff, près du Putting Green où Buddy aimait s'entraîner au golf. Là, dans le calme et l'obscurité de cette vaste propriété, quelque chose de terrible s'est produit. Lorsque James Stark a trouvé la voiture le lendemain matin, Ross et Cruz étaient affalés sur le siège du conducteur,
blessée par balle à la tempe. Gladys Fricks gisait sur ses genoux, morte d'une blessure par balle à l'abdomen. Une note a été trouvée dans le véhicule, suggérant que leur mort était un double suicide dû à un amour contrarié. Mais les enquêteurs ont rapidement remarqué des détails troublants. La note semblait écrite par une femme, mais l'écriture correspondait à celle de Rosset. Une seule douille vide a été trouvée sur le plancher de la voiture, alors que 2 personnes étaient mortes. Et l'arme, ce pistolet à manche d'ivoire, appartenait à Asa Kendler Jr. Un jury d'enquête a été réuni cet après-midi-là. Après avoir examiné les preuves, ils ont rendu un verdict qui contredisait la note de suicide. Ross et Cruz, ont-ils déterminé, avaient assassiné Gladys Fricks, puis s'étaient suicidés. Elle lui avait confiance, elle était partie avec lui de son plein gré, et il avait trahi cette confiance de la manière la plus définitive qui soit. L'arme du crime fut exposée par le croque-mort. Les journalistes photographièrent le pistolet à manche d'ivoire et le poignard à manche de perles qui avaient également été trouvés dans la voiture. L'histoire fit la une des journaux d'Atlanta, et soudain, Briarcliff devint célèbre pour autre chose que les fêtes et les éléphants. Buddy n'a pas été impliqué dans les décès, rien ne prouvait qu'il savait que Rosset avait pris son arme, et les enquêteurs ne trouvèrent aucun élément suggérant quelconque implication, hormis la malheureuse coïncidence de la possession de l'arme. Mais le scandale a tout entaché. Les fêtes féeriques cessèrent, la salle de bal se tut. Buddy, qui avait déjà commencé à boire plus que de raison depuis la mort de Helen, sembla se replier davantage sur lui-même, et le manoir, construit pour la joie, entama sa longue et lente descente dans les ombres. Les 1930 arrivèrent comme un vent froid soufflant à travers les pins de Géorgie. La bourse s'était écrouée en octobre 1929 et même des familles aussi riches que les Candler ressentirent le froid. Le père de Buddy était mort la même année, laissant derrière lui un héritage complexe. L'âge d'or de l'opulence touchait à sa fin, et le maître de Briarcliff commençait à flancher. L'alcoolisme de Buddy devint plus difficile à dissimuler. Ses amis notèrent les tremblements de ses mains. Florence, sa seconde femme, tenta de gérer à la fois son mari et le domaine, mais la tâche était épuisante. Les animaux du zoo étaient Disparus maintenant, donnés à Grant Park après le scandale des babouins. Le matériel de magie prenait la poussière dans la salle de bal. Ce qui, étrangement, donnait de l'énergie à Buddy, c'était la mort. Pendant plus de 20 ans, il s'était occupé de la gestion du cimetière de Westview à Atlanta et il s'était investi dans ce travail avec une obsession caractéristique. Il a supervisé la construction de l'un des plus grands mausolées communautaires du monde. Il a conçu des monuments élaborés et planifié des allées de jardin avec la même minutie qu'il avait autrefois consacrée au jardin de Briarcliff. Son propre mausolée à Westview est devenu une obsession. Pendant des années, il a peaufiné sa conception, planifiant l'aménagement paysager jusqu'au moindre arbuste. L'homme qui avait passé sa vie à courir après la nouveauté se préparait maintenant à sa dernière sortie. À la fin des années 1930, Buddy prit une décision surprenante. Il arrêta de boire. Quelle qu'en soit la raison, Asa Kendler Jr., l'homme dont tout le monde pensait qu'il se saoulerait à mort dans son manoir doré, posa la bouteille et resta sobre pour le reste de sa vie. Mais la sobriété ne put sauver Briarcliff. La fortune qui semblait inépuisable en 1919 était presque épuisée. Le manoir nécessitait un entretien constant et les entreprises de Buddy avaient engendré plus d'échecs que de succès. Les coûts d'entretien d'un domaine de 17 hectares étaient astronomiques. À la fin de la décennie, la situation était désespérée. Le château de contes de fées devenait un fardeau. Ses grandes pièces résonnaient des pas d'un personnel réduit, ses jardins devenaient sauvages. Les célèbres piscines scintillaient toujours sous le soleil de Georgia, mais les foules d'invités glamour s'étaient dispersées. L'homme qui avait autrefois commandé des éléphants et créé des illusions était à court d'idées. Les années 1940 apportèrent la guerre en Amérique, et avec elle un règlement final pour Isaac Kendler Jr. et son domaine de contes de fées.
Alors que les jeunes hommes partaient combattre en Europe et dans le Pacifique, l'héritier vieillissant de la fortune de Coca-Cola voyait son monde s'effondrer autour de lui. Les fêtes avaient cessé il y a des années, les spectacles de magie n'étaient plus qu'un lointain souvenir, les éléphants et les lions avaient depuis longtemps trouvé de nouveaux foyers au zoo de Grant Park. Il ne restait qu'un domaine de 42 hectares qui engloutissait l'argent plus vite que Buddy ne pouvait en gagner, et un manoir dont la grandeur ressemblait désormais plus à une moquerie qu'à un triomphe. En 1948, l'inévitable ne pouvait plus être évité. Asa Candler Jr., l'homme qui avait autrefois organisé les fêtes les plus somptueuses d'Atlanta, qui possédait le plus grand orgue privé de Georgia, qui avait des éléphants nommés d'après la boisson soda de son père, fut contraint de vendre Briarcliff. L'acheteur était la General Services Administration, une branche du gouvernement fédéral. Le projet était de transformer le domaine en un hôpital pour anciens combattants, un lieu où les soldats revenant de la Seconde Guerre mondiale pourraient recevoir des soins médicaux. Cela semblait approprié, d'une certaine manière. La maison construite pour l'opulence servirait désormais à ceux qui avaient tout sacrifié. Buddy aurait reçu beaucoup moins que la valeur du manoir, une dernière humiliation pour un homme qui avait toujours eu des difficultés financières. Mais l'hôpital pour anciens combattants ne vit jamais le jour. Les plans furent bloqués, les budgets modifiés, et Briarcliff resta vide, ses grandes pièces accumulant la poussière, tandis que les bureaucrates débattaient de son sort. Pendant ce temps, Buddy et Florence quittèrent le manoir, qu'ils avaient habité pendant plus de 2 décennies. Ils s'installèrent au dernier étage de l'hôtel Briarcliff, un bâtiment que Buddy lui-même avait construit en 1924 à l'angle de Pont de Léon Avenue et de North Highland Avenue dans le quartier de Virginia Highland d'Atlanta. C'était un penthouse confortable, mais ce n'était pas Briarcliff, ce n'était pas le château sur la colline. Pendant les 5 années suivantes, Buddy vécut dans ce penthouse entouré de souvenirs et de regrets. Il continua son travail au cimetière de Westview, supervisant les lieux et peaufinant sa conception de son propre mausolée. Il avait passé des années à planifier cette dernière demeure, et maintenant, alors que sa santé déclinait, il voyait la fin approcher. L'homme qui avait toujours été en mouvement, toujours à la poursuite du prochain grand projet, ralentissait finalement. Le 11 janvier 1953, Asa Griggs Candler Jr. mourut de cancer de foie. Il avait 72 ans. Les journaux qui autrefois relataient ses escapades, ses éléphants, ses spectacles de magie et ses scandales, publièrent maintenant de brèves nécrologies. Un ami de famille aurait dit que Buddy ne faisait jamais les choses à moitié. C'était peut-être la chose la plus true que l'on ait jamais dite à son sujet. C'était un homme de grands gestes, de rêves impossibles, d'échecs spectaculaires et de triomphes occasionnels. Il fut enterré au cimetière de Westview, dans le somptueux mausolée qu'il avait conçu lui-même, non loin de l'endroit où sa première femme, Hélène, avait été inhumée plus de 25 ans plus tôt. Mais si Buddy Candler pensait que son histoire s'achevait avec sa mort, il se trompait. Le manoir qu'il avait construit allait perdurer, transformé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, accumulant légendes et fantômes qui le rendraient célèbre bien après que son nom soit tombé dans l'oubli. En 1953, la même année que la mort de Buddy, Briarcliff trouva sa nouvelle vocation. Le domaine est devenu la clinique Georgian, le premier centre de désintoxication pour alcooliques en Géorgie. L'ironie était presque parfaite. Le manoir, construit par un homme qui avait lutté contre l'alcoolisme pendant une grande partie de sa vie d'adulte, était désormais dédié à aider les autres à surmonter leur dépendance. Les grandes salles où le champagne coulait autrefois à flot ont été transformées en espaces de traitement. Les jardins en terrasse, où les dames de la haute société se promenaient, sont devenus des lieux où les patients faisaient leurs premiers pas en toute sobriété. La clinique Georgian a fonctionné à Briarcliff pendant plusieurs années, et pendant cette période, les piscines ont resté ouvertes. Les patients étaient autorisés à les utiliser dans le cadre de leur thérapie, nageant des longueurs dans les mêmes eaux où des stars de cinéma et des politiciens s'étaient autrefois baignés lors des fêtes légendaires de Buddy. Mais à la fin des années 1950, des contraintes budgétaires ont forcé la fermeture des piscines. Elles ont été vidées, recouvertes et finalement oubliées, devenant un simple vestige du passé fastueux du domaine. Le centre de désintoxication a continué à fonctionner et est finalement devenu le centre de désintoxication du comté de DeKalb.
Mais en 1965, Briarcliff a subi sa transformation la plus radicale. L'État de Géorgie a décidé de construire l'Institut de santé mentale de Géorgie sur la propriété, et ce qu'ils ont construit allait changer le caractère du domaine à jamais. Une immense tour de plusieurs étages s'est élevée sur le terrain, une structure moderniste austère qui ne ressemblait en rien au manoir de style géorgien de Body. La tour était entourée d'une série de bâtiments plus petits, des cottages disposés en demi-cercle autour de l'établissement principal. Ces cottages abritaient des patients et ils étaient reliés à l'hôpital central par quelque chose qui allait alimenter des décennies de sombres légendes, des tunnels souterrains. Les tunnels étaient conçus de manière pratique. Ils permettaient au personnel de transporter les patients entre les bâtiments, quelles que soient les conditions météorologiques, et ils offraient un passage sécurisé qui tenait les malades mentaux à l'abri des regards du public. Mais, pratiques ou non, ces tunnels ont captivé l'imagination de tous ceux qui en ont entendu parler. Des passages sombres sous un manoir en ruine, reliant des bâtiments remplis d'âmes tourmentées. Les couloirs de béton s'étendaient sur des centaines de mètres, éclairés par des ampoules nues qui projetaient de longues ombres sur les murs. Les membres du personnel qui travaillaient de nuit parlaient de bruits étranges résonnant dans ces couloirs, de pas qui semblaient les suivre, de portes qui s'ouvraient toutes seules. Que ces phénomènes soient le fruit d'une imagination débordante ou de quelque chose de plus concret, personne ne pouvait le dire, mais les tunnels sont devenus légendaires. Pendant 32 ans, de 1965 à 1997, l'Institut de santé mentale de Géorgie a fonctionné sur le domaine de Briarcliff. Pendant cette période, le manoir d'origine a été intégré à l'établissement, ses élégantes pièces étant subdivisées et réaménagées pour usage institutionnel. Des murs ont été érigés là où il n'y en avait pas auparavant, des faux ceilings cachaient les ornements en plâtre du ceiling, du linoléum recouvrait les parquets. La transformation fut radicale et déchirante pour tous ceux qui se souvenaient de ce qu'avait été le manoir. La salle de musique, avec son plafond de 3 étages et son magnifique orgue, est devenue la salle d'Ovi, utilisée pour diverses activités thérapeutiques et administratives. L'orgue lui-même a finalement été retiré. Certains disent qu'il a été offert à Wesley College à Macon, en Géorgie, tandis que d'autres affirment qu'il a été vendu. Quoi qu'il en soit, au moment de la fermeture de l'hôpital, seule la console subsistait. Un vestige fantomatique des symphonies qui avaient autrefois empli la pièce. La salle de bal du 3e étage, où Buddy avait organisé ses soirées de magie et entreposé sa collection d'accessoires d'illusion, était transformée en dormitoire pour les infirmières. La porte secrète qui autrefois servait à des tours de disparition avait été murée ou oubliée. Les cheminées en marbre sculpté se couvraient de poussière, les murs dorés se décoloraient et s'écaillaient. Couche après couche, la grandeur de Briarcliff était ensevelie sous la peinture institutionnelle et l'éclairage fluorescent. Et puis, il y avait les patients. Des milliers de personnes sont passées par l'Institut de santé mentale de Géorgie au cours de ces 3 décennies d'existence. Certains y étaient volontairement, cherchant de l'aide pour la dépression ou l'anxiété, d'autres y étaient internés contre leur volonté, enfermés dans des chambres qui autrefois avaient accueilli des toasts au champagne. Les tunnels qui reliaient les bâtiments ont vu passer d'innombrables pas, d'innombrables histoires de souffrance et de guérison, de détresse et de rétablissement. Les infirmières travaillaient de longues heures dans des pièces où les mondanes avaient autrefois dansé. Les médecins donnaient des consultations dans des espaces conçus pour des dîners mondains. Le contraste entre ce qu'avait été le manoir et ce qu'il était devenu ne pouvait être plus saisissant. L'établissement soignait les patients avec les méthodes de l'époque, certaines bénéfiques, d'autres aujourd'hui considérées comme barbares. Des électrochocs étaient administrés dans des pièces dotées de cheminées en marbre sculpté. Des séances de thérapie de groupe se déroulaient dans le solarium où les plantes exotiques de Buddy avaient autrefois prospéré. Le manoir absorbait tout cela, ses murs devenant les témoins de décennies de souffrance et d'espoir humain. Lorsque l'hôpital a finalement fermé ses portes en 1997, il a laissé derrière lui bien plus que des bâtiments vides, il a laissé des histoires. Des rumeurs ont commencé à circuler presque immédiatement. On chuchotait à propos de bruits étranges provenant du manoir abandonné, de lumières clignotant dans des fenêtres qui auraient dû être plongées dans l'obscurité, de silhouettes aperçues se promenant sur le domaine la nuit. Les tunnels, désormais scellés et interdits d'accès, sont devenus l'objet d'une fascination particulière. Que s'était-il passé dans ces sombres passages où les patients étaient transportés à l'abri des regards ? Une histoire qui a émergé concernait une ancienne infirmière aperçue errant sur la propriété des années après la fermeture de l'hôpital.
Un défenseur du patrimoine local, Charlie Payne, l'a rencontrée un jour, marchant sur le domaine comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait perdu. Elle répétait sans cesse qu'elle avait été infirmière à l'hôpital. Payne se souvint plus tard avoir regardé ses mains pendant qu'elle parlait et avoir vu du sang là où elle s'était grattée et écorché la peau. Il comprit que, quoi qu'il se soit passé à l'hôpital, cela l'avait marqué à jamais. Des graffitis ont commencé à apparaître à l'intérieur des bâtiments abandonnés. Des intrus, attirés par la réputation grandissante du manoir comme maison hantée, s'y introduisaient pour explorer les lieux et y laisser leurs marques. Un graffiti, griffonné sur une fontaine intérieure dans l'ancien solarium, disait simplement « Il a coulé du sang ». S'agissait-il d'une farce d'adolescents du coin ou de quelque chose de plus sinistre? Nul ne pouvait le dire, mais cela a contribué à la mythologie qui se développait autour de Briarcliff comme du lierre sur ses murs en ruine. En 1998, l'université Emory a acheté la propriété au gouvernement. L'université entretenait déjà des liens étroits avec la famille Kendler. Asa Kendler Sr. avait été l'un des plus grands bénéficiaires d'Emory, faisant don de millions de dollars et de 75 acres de terrain pour contribuer à la création de l'université à Atlanta. Des décennies plus tard, le manoir de son petit-fils bouclait la boucle, revenant à l'institution qui portait une grande partie de l'héritage familial. Mais Emory ne savait pas vraiment quoi faire de Briarcliff. Le manoir était en piteux état, son toit fuyait, ses murs étaient endommagés par des décennies d'infiltration d'eau, la moisissure envahissait les pièces. Le coût de la restauration était estimé à plusieurs millions de dollars, une somme qu'Emory hésitait à dépenser pour un bâtiment sans destination précise. L'université a donc fait ce que font de nombreux propriétaires de propriétés historiques face à des choix impossibles. Elle a opté pour ce que l'on pourrait appeler une négligence bienveillante. Ils ont maintenu les bâtiments debout, chassé les vandales, assuré une sécurité minimale et attendu qu'une meilleure solution se présente. Pendant ce temps, Hollywood a découvert Briarcliff. La tour de l'hôpital psychiatrique abandonné, avec son architecture moderniste austère et son ambiance indéniablement inquiétante, a attiré l'attention des repéreurs de lieux de tournage. En 2016, la série Netflix Stranger Things a tourné des scènes sur le site, l'utilisant comme extérieur du laboratoire national de Hawkins, l'installation gouvernementale sinistre au cœur des mystères surnaturels de la série. Soudain, des fans du monde entier ont afflué à Briarcliff, espérant apercevoir le bâtiment qu'ils avaient vu à l'écran. Mais la plupart de ces visiteurs n'ont jamais remarqué le manoir lui-même, caché derrière des arbres envahissants à une courte distance de la célèbre tour. Ils venaient pour l'hôpital, pour le lien avec Stranger Things, sans se rendre compte que la véritable histoire se trouvait dans le manoir de style néo-géorgien en ruine, où des éléphants avaient autrefois déambulé et où des magiciens avaient réalisé des tours impossibles. Le succès de la série a attiré l'attention internationale sur la propriété, mais une attention portée sur le mauvais bâtiment. La tour moderniste était intéressante, certes, mais elle ne possédait ni le romantisme ni la tragédie de la création originale de Buddy. Le manoir continuait de se dégrader. La peinture s'écaillait des murs, autrefois recouvertes de soie, les lustres qui avaient illuminé des bals mondains pendaient désormais sombres et poussiéreux. Les serres, où Buddy avait cultivé des plantes exotiques du monde entier, se drissaient avec leurs vitres brisées, leurs structures de fer rouillant sous l'humidité de la Georgia. La remise, où José Cruz avait vécu, où il avait ourdi les sombres dessins qui l'avaient conduit à cette terrible matinée de 1931, se dressait toujours derrière le bâtiment principal, vieilli par le temps mais intact. Les défenseurs du patrimoine s'inquiétaient de plus en plus. Charlie Payne, qui habitait en face de la propriété, lança une campagne pour sauver Briarcliff. Il affirmait que le manoir était bien plus qu'un simple bâtiment. C'était un pan de l'histoire d'Atlanta, un témoignage des excès de l'âge d'or qui avait façonné la ville. Le manoir avait été inscrit au registre national des lieux historiques en 1988, lui conférant une certaine protection, mais aucun financement pour sa restauration. Sans investissement conséquent, Payne avertissait que Briarcliff serait perdu à jamais. Sarah Butler, écrivaine et exploratrice urbaine, fut fascinée par le manoir après l'avoir visité avec une amie en 2015. Ce qui n'était au départ que de la curiosité se transforma en obsession. Elle commença à faire des recherches sur la vie de Buddy Kendler, fouillant archives et coupures de journaux à l'appui, elle a reconstitué l'histoire d'un homme largement oublié. Elle a découvert le meurtre de José Cruz et Gladys Fricks, une histoire qui était restée enfouie pendant des décennies. Elle a retrouvé l'emplacement de l'ancien zoo, découvrant les fondations où se trouvaient autrefois les cages des éléphants. Elle a créé un compte Instagram et un site web dédié à la préservation de l'histoire de Briarcliff.
Ces recherches ont finalement abouti à un livre, Fortune et folie, la vie étrange et merveilleuse du millionnaire le plus excentrique du Sud. Dans cet ouvrage, elle soutenait que Buddy Candler était bien plus que l'alcoolique excentrique que l'histoire avait dépeint. C'était un homme complexe, brillant et tourmenté, visionnaire et imprudent. Son héritage s'étendait bien au-delà de Briarcliff. L'aéroport qui porte le nom de sa famille existe grâce au terrain qu'il avait aménagé. Le zoo d'Atlanta abrite des descendants des animaux qu'il avait donnés. Les hôtels qu'il a construits sont toujours debout. Pourtant, son histoire s'était en quelque sorte perdue, mêlée ou éclipsée par celle de son père, plus respectable. Puis, en 2022, l'espoir est enfin arrivé pour Briarcliff. L'université Emory a annoncé avoir conclu un bail à long terme avec Gallery Living, un promoteur spécialisé dans les résidences pour personnes âgées. Le projet était ambitieux. Gallery construirait une résidence de luxe pour retraités sur la propriété de Briarcliff et, en échange, restaurerait le manoir d'origine pour lui redonner sa splendeur d'antan. Le manoir restauré servirait d'espace événementiel ouvert au public pour la première fois depuis des décennies. Kelly Panther, vice-présidente de la construction chez Gallery Living, expliquait simplement l'intérêt de l'entreprise. « Nous avons adoré le caractère historique de la propriété », a-t-elle déclaré. La commission d'urbanisme du comté de DeKalb et les associations de quartiers environnantes ont approuvé les plans initiaux et les rénovations ont commencé. Pour la première fois en près d'un siècle, des artisans travaillaient à restaurer Briarcliff plutôt qu'à le lotir ou à le laisser à l'abandon. Le toit qui fuyait serait réparé, les murs endommagés par l'eau seraient restaurés. Les boiseries sculptées à la main, les cheminées en marbre, les plafonds à caissons, tout serait restauré pour retrouver une splendeur proche de celle d'origine. La salle de musique, Dove's Hall, accueillerait à nouveau des réunions, bien que le magnifique orgue ait disparu à jamais. Avant qu'Emery ne remette les clés, ils permirent à un groupe de journalistes et d'historiens de visiter la propriété une dernière fois. Sarah Butler, servie de guide, portant un masque respiratoire rose vif, tandis qu'elle conduisait les visiteurs à travers des couloirs étroits encombrés de débris. Un élégant lustre en laton gisait sur le sol, décroché de son support des années auparavant. De la moisissure recouvrait de nombreuses surfaces. L'air était épais de poussière et de décomposition. Pourtant, sous tout cela, les fondations du rêve de Buddy restaient visibles. La pierre sculptée, les portes cintrées, les proportions qui témoignaient d'ambition et d'imagination. En traversant ces pièces en ruine, les visiteurs pouvaient presque voir les fantômes des fêtes passées. Ils pouvaient imaginer la salle de musique remplie des notes tonitrantes de ce gigantesque orgue à tuyaux. Ils pouvaient imaginer les éléphants errant dans le parc, leur présence annoncée par des noms qui feraient sourire n'importe qui. Coco, cola, rafraîchissante et délicieux. Ils pouvaient imaginer José Cruz faisant des tours de magie dans la salle de bal aux feuilles d'or, sans savoir que quelques années plus tard, il ferait la une des journaux pour la pire des raisons. L'histoire de Briarcliff est à bien des égards une histoire sur ce que l'argent peut et ne peut pas acheter. Asa Candler, père, prouva que l'argent pouvait bâtir un empire à partir d'une formule à 2300 $. Son fils, Buddy, prouva que l'argent pouvait construire un palais, le remplir de merveilles et organiser des fêtes qui éblouirent une génération. Mais aucun des deux hommes ne put utiliser l'argent pour acheter le bonheur ou échapper à la tragédie. Hélène mourut jeune. Le premier fils de Buddy mourut en bas âge. José Cruz tua une jeune femme et se suicida sur le domaine. Le manoir qui était censé prouver la valeur de Buddy au monde devint un hôpital psychiatrique, puis une ruine, puis une curiosité pour les explorateurs urbains et les repéreurs de lieux de tournage. Pourtant, quelque chose de Briarcliff perdure. Les murs sont toujours debout, les histoires continuent de circuler, les fantômes, qu'ils soient réels ou imaginaires, rendent toujours les lieux dans l'esprit de ceux qui entendent parler de cet endroit. Et maintenant, après des décennies d'abandon, le manoir est en cours de restauration, bénéficiant d'une seconde chance que Buddy lui-même n'a jamais eue. C'est peut-être là le véritable héritage de Briarcliff. Non pas les fêtes ou les scandales, ni les éléphants, ni le meurtre, mais le simple fait qu'un bâtiment puisse survivre à son constructeur, accumuler de nouvelles significations et de nouvelles histoires, longtemps après que sa fonction initiale ait été oubliée. Buddy Candler voulait qu'on le retienne.
Il voulait prouver qu'il était plus que le fils à problème de son père, plus que le frère irresponsable de son aîné. Il a construit un palais pour annoncer au monde qu'il comptait. Et finalement, le palais leur a survécu à tous. Il a survécu à la mort de Bodhi, a survécu des décennies en tant qu'établissement psychiatrique, a survécu des années d'abandon et de déliquement. Briarcliff. Elle accueillera bientôt une nouvelle génération de résidents, des personnes âgées qui vivront leurs dernières années à l'ombre d'un manoir construit par un homme qui a passé ses dernières années à planifier sa propre tombe. La boucle est bouclée, l'histoire continue. Et quelque part dans la salle de musique restaurée, où l'orgue tonnait autrefois et où des magiciens réalisaient des tours impossibles, on pourrait jurer entendre encore l'écho des rires de ces fêtes d'antan, lorsque le Grand Gatsby d'Atlanta ouvrait ses portes et invitait le monde à être témoin de ses rêves. Briarcliff se dresse aujourd'hui comme un monument à l'ambition et à l'excès, à la tragédie et à la résilience, aux étranges façons dont l'histoire transforme nos plus grands gestes en quelque chose que nous n'avions jamais prévu. L'homme qui l'a construit est mort depuis plus de 70 ans. La femme qu'il a aimée repose dans un cimetière qu'il a contribué à concevoir. Le magicien qui vivait au-dessus de son garage est enterré dans une tombe anonyme quelque part à Atlanta. Son histoire est presque perdue dans l'oubli. Mais le manoir demeure. Ses tours s'élèvent toujours au-dessus des arbres de Géorgie. Ses murs recèlent encore des secrets. Et son avenir, pour la première fois depuis des décennies, s'annonce prometteur. Telle est la sombre histoire du domaine Briarcliff d'Asa Candler, le fondateur de Coca-Cola. Une histoire de fortune et de folie, d'éléphants et d'orgues, de meurtre et de magie, de déclin et de restauration. Un rappel que les maisons que nous construisons deviennent des monuments non seulement à nos rêves, mais à tout ce qui se passe entre leurs murs, longtemps après notre départ. Le château de Conte de Fay sur la colline a résisté à près d'un siècle de tempêtes. Il a connu la gloire et le scandale, la grandeur et la ruine. Il a été une maison, un hôpital, une maison hantée, et maintenant, enfin, il renaît. Buddy Candler, l'homme qui l'a imaginé, repose dans son mausolée soigneusement conçu au cimetière de Westview, peut-être enfin en paix. Et son manoir, ses 40 acres de pays de merveilles, se prépare à écrire son prochain chapitre. Certaines histoires n'ont pas de fin, ils s'arrêtent simplement, attendant que le prochain rêveur arrive et ajoute son chapitre à l'histoire. L'histoire de Briarcliff a commencé avec un fils agité, cherchant à se montrer digne du nom de son père. Elle s'est poursuivie à travers des décennies de transformation et de négligence, et maintenant, tandis que des ouvriers restaurent sa grandeur passée, elle entre dans une nouvelle ère que Buddy lui-même n'aurait jamais pu imaginer. Les éléphants sont partis, l'orgue est silencieux, les spectacles de magie sont terminés, mais les murs sont toujours debout, et en leur sein, les échos de tout ce qui s'est passé ici continuent de résonner. Tel est le pouvoir d'un lieu comme Briarcliff. Il garde ses histoires précieusement, les révélant lentement à ceux qui sont assez patients pour écouter. Et si jamais vous vous trouvez à Atlanta, conduisant sur la route qui porte encore le nom du manoir, levez yeux vers la colline où ces tours de style néo-géorgien s'élèvent au-dessus des arbres. Pensez au fils du pharmacien qui a bâti un empire de rêve là-bas. Pensez aux éléphants nommés après une boisson gazeuse. Pensez aux magiciens et aux meurtres, aux fêtes et à la patience, aux décennies de gloire et aux décennies de déclin. Pensez à toutes les histoires qu'un seul bâtiment peut contenir, et sachez que Briarcliff, après toutes ces années, est toujours debout, toujours en attente, toujours prêt à révéler ses secrets à quiconque aura le courage de franchir ses portes et d'écouter ce que les murs ont à dire. Tel est le légat d'Asa Candler Jr., non pas l'autodrome devenu aéroport, non pas les transactions immobilières qui ont chassonné Atlanta, mais ce manoir, ce rêve immortel devenu réalité en pierre, en bois et en feuilles d'or, qui a refusé de mourir même lorsque tout le monde avait oublié pourquoi il avait été construit. Briarcliff perdure.